Bienvenue aux midi-conférences Jedi. Le sujet de cette semaine, c'est qualité de code par Marc-Antoine Veilleux de Coveo. On lui donne une bonne main d'applaudissement. Bonjour. Je m'appelle Marc-Antoine, je travaille chez Coveo. Je travaille chez Coveo, je suis team lead de l'équipe Salesforce. Salesforce, c'est un système auquel on s'intègre, on a différentes dépendances. Coveo, c'est une entreprise qui œuvre dans l'Enterprise Search. On est dans le cloud aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans qu'on a fait le move. Donc, ce qu'on fait en gros, c'est on va chercher l'information des compagnies, on les met dans notre index cloud, puis on offre des API, soit des API REST ou des API comme un framework JavaScript, qui permet aux compagnies de justement créer leur page de search. Nos clients, c'est des petits clients, c'est pas grand-chose, c'est logiciel, c'est Salesforce. C'est gros, c'est VMware, c'est Adobe. C'est juste les plus flashés que la plupart du monde connaît, mais Coveo, c'est 122 millions de recherches depuis 2 ans, depuis notre plateforme cloud. C'est 235 millions d'événements en tout. On a aussi du Usage Analytics à l'intérieur de ça. Usage Analytics, c'est disons, on fait un search, on veut savoir sur quoi t'as cliqué, ce que ça fait, ça fait ça. Puis là, aujourd'hui, par jour, on a un peu plus que 1 million d'événements par jour. Je pense qu'on est même rendu à 1,5. Une compagnie de search dans le cloud avec du machine learning. Ça, c'est à peu près Coveo. Donc, on va y aller avec le sujet principal, le sujet le plus sexy du monde, c'est la qualité du software. Il y a beaucoup de choses dans la qualité du software. Puis, tu sais, dans le day-to-day, l'essentiel, c'est de se poser des questions. Savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là. Évidemment, il y a des solutions à ces questions-là, mais ces solutions-là vont évoluer au cours du temps. Aujourd'hui, c'est vraiment cool, les caches. Mais en 30 ans, on est passé, disons, de faut utiliser des databases, on veut utiliser des caches. 5 ans plus tard, non, c'est des databases. Il ne veut pas, les solutions changent. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est poser des questions. Puis avec mon expérience, avec les gens avec qui j'ai parlé, j'ai fait que reviewer la présentation aujourd'hui, j'étais quand même assez fier de ça. Et on va essayer de jaser de solutions par rapport à ça. Le sujet, pour le software, je l'ai divisé en quelques phases. Évidemment, il y a des phases qui sont pas là. Exemple, le statement of work au début, c'est vérifier ce que le client veut vraiment avant de faire le design. Disons, comment est-ce que tu deprecates des API? Donc, on va parler de design. Ça, évidemment, j'en fais, mais parfois un peu plus rapidement que d'autres. C'est souvent le professeur décide on fait ça de cette façon-là, go for it. Ouais. C'est encore de même. By the way, j'ai oublié, je suis gradué de la 55e de génie informatique. Je ne sais pas, je me suis posé la question. Disons, à main levée, qui est en première année ici? Première année, ouais. Première, deuxième? Troisième et plus? En deuxième année. Ça, c'est 3. En génie info, il y a 4 ans. Ouais. Et en génie, en info, il y a juste 3 ans. Donc, design, implémentation, ça c'est vraiment ce qu'on apprend à l'école. L'implémentation, c'est littéralement qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, c'est quoi les règles de l'art par rapport à ça. Bon, après ça, on va parler un peu plus de build and deploy. Ça, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça. Je vais poser des questions, puis je vais vous proposer des solutions. C'est quand même vraiment intéressant. Puis le dernier, ça c'est vraiment plus pertinent dans l'entreprise. Pas de temps à l'université. C'est pour ça que je vais encore poser des questions. Je vais essayer de répondre ensemble. Si on commence dans le design, les questions vraiment importantes, c'est la compatibilité. Compatibilité, c'est hey, comment ça va faire pour runner avec d'autres API? Disons que notre software, il parle à d'autres
d'autres trucs externes. Comment on va s'arranger pour que ça fonctionne? Toi, tu exposes un API. Comment on s'arrange pour que le contrat de cet API-là reste valide pour tout le monde? Qu'est-ce que la validité d'un API? Dans le sens, quand est-ce qu'on décide de justement changer de version ou whatever? Souvent, c'est des questions qu'on doit se poser. Puis, très souvent, c'est quand le client doit faire une modification à la façon qu'il implémente leur API. Mais bon, vous pouvez y penser. Moi, je suis là pour poser des questions. Puis sinon, justement, comment on peut changer, comment on peut s'arranger pour que ça fonctionne? Une des solutions qu'on voit souvent en entreprise, ou dans la vie, comme vous voulez, c'est l'utilisation d'API versioning. Donc, vous avez un API, décidez de faire votre version des deux, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Boum! Aujourd'hui, il faut changer la façon de faire cet API-là. Passer dans la version 3. Passer à la version 3, il y a plusieurs façons. Moi, j'en connais deux. Vous pouvez m'en proposer si vous voulez. La première façon, c'est, bon, ben, je vais faire V3, hériter de V2. Là, je vais faire des modifications en soi pour que V2 fonctionne. Pour que V2 continue de fonctionner, V3, c'est juste un delta par rapport à V2. Great. On est rendu à la version 18. Moins great. Mais bon, si on veut faire l'utilisation de code à 100%, on peut faire ça. L'autre façon, ça a l'air illogique, c'est comme ce qu'on apprend souvent, c'est de copier littéralement V2. Faire un dossier V2. Faire un dossier V3, copier tout le code, et tu fais des modifications dans V3. On fait ça pour notre API Usage Analytics. On fait ça pour quelques autres services. À date, c'est une solution qui fonctionne. C'est contre-intuitif, je suis d'accord, mais la différence, c'est que quand V2 cesse d'exister, on délivre la pauvre 2. Au lieu d'avoir plein de dépendances, d'interdépendances. Pensez à ça quand vous designez quelque chose, c'est comme, qu'est-ce que vous voulez que ça soit, comment vous voulez que ça soit complexe? Autre chose, au début, je parlais, on va se poser des questions. Parfois, les questions, en fait, il faut toujours se poser des questions. Comment est-ce que je vais m'arranger, disons, pour que mon API soit compatible? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? Mais parfois, on s'en fout. Mais vraiment, on s'en fout. Disons, je fais un projet que dans une semaine, je vais jeter. On s'en fout de la compatibilité. L'important, c'est vraiment de se poser la question, de faire un choix logique par rapport à ça. Comme, je fais une modification de ligne de code. Oh shit, je me pose toutes ces questions-là. Pas tout le temps. Tu sais, veux pas quand tu fais une modification, il y a tout le système autour de ça qui va faire en sorte que tu vas répondre à toutes les questions de façon indirecte. Ce que je dis, c'est. Ce que j'essaie de dire, c'est un software peut être de qualité, c'est répondre à toutes les questions de façon sensée. C'est pas vrai que dans mon projet de fin de bac, on allait faire un API versionné. C'est clair. Fait que c'est ça. Côté compatibilité. L'autre partie dans le design, puis là, ça va switcher, c'est l'extensibilité. Extensibilité. Donc, comment est-ce que je fais au cours de la vie de mon application pour ajouter des features, ajouter des trucs, ajouter des affaires? Puis, comment il faut aussi penser par rapport aux besoins au niveau du éditeur. Dans le sens que, est-ce que cette feature-là, est-ce que, disons, ajouter un titre en haut à gauche, c'est-tu par client, c'est-tu par ligne de produit, c'est-tu différent pour chaque client? Moi, je peux faire ça. Faut se poser ces questions-là. Donc, comment est-ce que je fais pour ajouter une feature? Parfois, c'est par le code, parfois, c'est. Je l'ai dans l'autre slide. On continue avec l'autre. C'est should a client be able to change its behavior? Donc, c'est un peu ce que je parlais dans le titre. Est-ce que comment on fait si c'est par client, si c'est par petit fractionnement de clients, comment on fait pour changer la feature? Il faut se poser ces questions-là. Puis, après ça, une des premières affaires que j'ai apprises dans ma vie, je suis vraiment content, c'est challenger les requirements. Quand on pense à justement comment on fait pour faire ça, pour faire ci, c'est ton titre, là, t'en as-tu vraiment besoin qu'il change à chaque fois? Tu veux vraiment que ça soit comme ça?
ou si on fait ça de cette façon-là, ça serait mieux. Ça permet de focusser sur une feature, focusser sur un problème. Tu sais, parfois, des PM, des clients, ils vont dire, ah, juste feature-là, juste feature-là. Wow, on peut faire ça de cette façon-là, de cette façon-là. Pensez-y. Puis si on veut vraiment que ce soit très modulaire, pas modulaire, mais malléable, on peut changer beaucoup de choses. Alors, tu sais, un framework, tu sais, imaginez, tu sais, du JavaScript, c'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un dans un browser qui dit, hey, je veux que le gars soit capable de faire des trucs cool dans leur browser. Quand JavaScript est arrivé. C'est un peu simpliste, mais bon. On va le laisser de même. Puis même, laisser le client coder, tu sais. On a des parties de notre intégration qui permettent d'injecter du code dans notre pipeline d'indexation de ça. C'est je veux rajouter la couleur à mon titre. Guys, il n'y a personne d'autre dans le monde qui va vouloir ça. Laissez-le client coder, faire leur propre petites affaires. Donc, côté design, extensibilité, c'est ça. Si on continue, mon NPL, on va parler d'upgrade. Comment on fait pour faire un upgrade? T'sais, on parlait d'ajouter des features. Comment est-ce qu'on fait pour modifier littéralement un morceau? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, là, la technologie évolue. Parfois, c'est vraiment rendu visuel, il faut le changer. Là. Mais quand on design, on pense à comment est-ce qu'on va s'arranger. Donc, comment est-ce qu'on fait pour changer de database? Il n'y a pas. Dans la dernière année, sur un morceau particulier, on a changé 3 fois de database. Au début, c'est on va faire ça de même, nice! Oh shit! Il faut qu'on mette ça dans le cloud. OK, on va faire ça. Nice, c'est hot ça. On va le faire un peu plus hot, on va le faire comme ça. Fait qu'on est passé de MongoDB à MySQL à Aurora. Aurora, c'est un MySQL hosté sur Amazon. Fait que, quand tu designs, ça n'a pas été compliqué de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout le client, tout le back-end sans que le client soit affecté? C'est un peu ce qu'on parlait avec les contrats d'API. Comment on fait ça? Comment on fait pour changer n'importe quel layer? J'aimais cette image-là. Si on voit, tout est segmenté, puis on est capable d'interchanger les morceaux. Évidemment, il faut s'arranger pour que ça fitte. C'est correct d'assumer que c'est une database. C'est pas sur un disque. Mais c'est pas vrai qu'il faut utiliser des store procedures dans MySQL, whatever, pour faire notre affaire. Il faut penser à ça. Par contre, on s'en fout. Là. On sait qu'on ne changera pas. Ça vient de ce que je disais au début. Ben oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je jase. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'assurer que chaque module a un seul et unique but, un seul purpose, puis utiliser des standards. Ça a l'air stupide, là, mais tu sais que du REST ou du JSON, tous les langages sont capables de faire ça. Si je veux avoir un web service, allez voir le Protobot de Google ou Apache Tree. C'est une façon de sérialiser des objets dans n'importe quel langage. Ça, c'est vraiment cool. Si on pense pas à ça, je pense à mon passé tout à l'heure, puis on va revenir à un morceau, ça va être comme un château de cartes. Tout va venir avec, d'avoir tout réglé la plateforme, whatever, votre application. Pensez-y. Encore une fois, dans les projets de fin de bac, c'était pas l'affaire l'application. Moi, je parle de la vraie vie aujourd'hui. Cross-platform, cross-language, c'est une bonne façon de s'assurer qu'on est upgrade, qu'on est capable d'upgrader facilement la patente. Design, j'ai mis debug, la capacité à se faire débugger dans le design parce que je pense que c'est vraiment au début qu'il faut que tu penses pour penser comment on va faire ça. Donc, comment on fait pour trouver un bug dans une application? Comment est-ce qu'on fait pour troubleshooter un bug en production? C'est facile sur votre poste, là, F5 puis votre whatever, puis vous avez un beau débuggeur. Mais en production, comment on fait ça? Comment on peut voir l'information des variables? Comment faire ça? C'est les questions que je pose aujourd'hui. Puis évidemment, il y a des réponses. J'ai aussi des belles stats par rapport à ça. Le nombre d'erreurs
par 1000 lignes, 1000 lignes de code délivrées en production, on parle, pour l'industrie, ils ont une average de 15 à 50 erreurs. Donc, pour les applications Microsoft, on parle à peu près entre 10 et 20. Puis la NASA, on parle de 1 à 3. Même la NASA a fait des bugs. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est assez débile. Pour penser à ça, puis évidemment, il y a des solutions qu'on connaît. C'est loguer ce que vous faites dans votre application. Puis évidemment, on veut des messages intelligents. Loguer, c'est vraiment important parce qu'on est capable de déboguer le problème right away. Si vous ne loguez pas vos affaires, c'est littéralement une grosse black box. On ne sait pas trop comment ça marche. Je suis capable de mettre des inputs et regarder les outputs. Il y a 1 million d'affaires qui peuvent briser entre les deux. On peut évidemment attacher puis on process si ça ne fonctionne pas. Chose cool que j'ai appris, puis peut-être que vous connaissez ça, c'est il y a deux choses dans les logs. Souvent, il y a des switches dynamiques qu'on peut enabler. En production, vous mettez votre petit switch information. Là, ça va loguer juste pour l'information. Genre, voici le statut, voici une erreur qui est arrivée. Si vous n'êtes pas capable de déceler votre bug par rapport à ça, vous pouvez changer la switch, une affaire comme trace ou même finesse. Ça va vous permettre de savoir exactement dans votre application qu'est-ce qui s'est passé avant que ça bug. Évidemment, ça va mieux quand on est capable de reproduire le problème. Et ça, là, vous ne faites pas ça. Une erreur est arrivée, là, OK. Ça ne donne aucune information à personne. Fait que là, je pense qu'on tombe dans l'implémentation. Ça, les boys, là, vous avez appris à l'école. C'est genre, utilisez Google, puis pour apprendre davantage, allez chercher de l'information à l'extérieur. Donc, suis-je le premier à régler ce problème-là? La réponse, non, c'est pas mal. Non, jamais. Jamais le premier à avoir fait cette solution-là. Ça se peut que ça vous arrive quelquefois, mais vous pouvez quand même prendre une petite solution pour régler votre propre problème. Donc, questionnez-vous, c'est quoi le state of the art about that? C'est quoi l'industrie dans ce type de situation? Et donc, on veut faire du UA, du Usage Analytics, ça fait 1 million d'événements par jour. C'est clair qu'on ne va pas utiliser une database conventionnelle. Il n'y a personne qui va être capable de scaler. Vous pouvez aller regarder de l'information par rapport à ça. Donc, comme je disais, allez voir à l'extérieur. C'est là que vous allez apprendre dans les design patterns, la sécurité, sanitize your inputs, pas faire sa propre cryptographie. C'est là qu'on va apprendre ça. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. C'est pour ça que parfois, je pose la question en entrevue, c'est quoi de la qualité pour toi? Puis là, on me dit, la réutilisation de code, du design pattern, yes, c'est juste une petite partie. Là. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Puis, j'ajouterais aussi que quand on regarde à l'extérieur, on peut trouver des communautés immenses. Tu sais, on a déjà pensé à jQuery. Au début, là, le monde, quand j'ai commencé mes stages, le monde riait quasiment de jQuery. Wow, ça rajoute 200 kilobytes dans ma page, ça fait pas grand-chose. Je pense qu'ils sont wrong aujourd'hui. Allez voir les communautés, ignorez-les pas. Allez pas dans votre petit trail. Ça, on a appris nos erreurs, je dis ça de façon humble, mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on a dû sous-traiter chez Coveo, parce qu'on a décidé de faire à notre tête, et on se pensait meilleur que les autres. On n'est jamais meilleur qu'une communauté. Ça, c'est clair. Puis, l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est soyez lâches. Soyez lâches. C'est correct d'être lâche, il faut trouver, faut que ça soit la solution la plus simple, puis la plus rapide, OK. Ça, on fait ça parfois en étant lâche sur l'implémentation, mais pas à la recherche, pas sur la façon qu'on va le faire. Donc, c'est ce que je voulais vous sortir sur le best practice. Donc, si on continue dans l'implémentation,
Yes. Les codes review. Y a-t-il des questions? Je peux pas croire qu'il n'y a pas de questions. Il y a du monde qui rit, du monde qui... Pas de questions? Comment? Pas pour l'instant. Ouais. Code review. Ça, c'est quoi au début que tu dis genre, ah, c'est une grosse perte de temps? Mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens. Mais avec le temps, je me pose ces questions-là. C'est est-ce que mon code devrait être reviewé par quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre est capable d'apporter quelque chose à mon code? Est-ce que les autres peuvent apprendre quelque chose à mon code? C'est parfois, on passe des semaines à essayer de trouver la meilleure solution pour X, Y, Z. Puis, c'est pas vrai qu'on devrait avoir juste une personne dans toute la compagnie qui connaît cette solution-là. Est-ce qu'on devrait renforcer un code standard, un standard de code? J'ai mis dans le code review parce que les actions sont faites en code review. C'est une façon de t'assurer que ton code est bien en review. Puis, ce que je mentionnais aussi, c'est que je pense que j'ai appris autant en tant que personne qui review qu'en personne qui se fait reviewer. Puis plus tard, ça va être pertinent quand je vais parler de maintenance, ça. Mais gardez ça en tête. On apprend beaucoup avec les reviews. Là, si on continue, ouais. Je pense pas que je vais réussir ça. Bon, hein? Yes. Wow. Non. Ça m'a blague de mi-présentation. Mais... Fait que code review, c'est quand on répond à ces questions-là, un choix conscient, c'est un rate de plus de qualité, great. Oui? Qu'est-ce que tu penses du peer programming, comme deux personnes sur le même ordi en même temps? Oui, il y en a. C'est parfois, quand il y a des problèmes extrêmement complexes, c'est pertinent. Mais à date, je pense que c'est pas vrai qu'il y a des problèmes si compliqués que ça dans la vie pour qu'il y ait deux personnes en même temps. Ça peut y arriver. Mais je pense que parfois c'est pas une perte de temps, mais on pourrait faire du meilleur travail. Oui? Oui, habituellement, le monde sont en équipe. Tu peux juste retourner. Mais ça j'aime pas ça non plus. Non? Ben, j'aime le fait qu'il y ait de la communication, great, mais qu'on se retourne tout de suite. Quand on sort quelqu'un d'un état en train de programmer, ça, j'espère que vous l'avez tous vécu. Okay? Quand on programme, on est extrêmement concentré, puis on regarde un problème, puis on essaie de le résoudre. Puis quand quelqu'un vient te jaser à côté, tu viens de perdre 15 minutes de ta journée pour une question de genre 5 minutes, même pas. Là. Fait il y a des moments que ça a du sens quand c'est ça, quand ça fait 30 minutes que tu trouves pas ta solution, great. Quand c'est la première chose, c'est oh, j'ai un problème. Évidemment, ça ne s'applique pas dans la première semaine, deuxième, le premier mois où essayer de faire quelque part. Tu apprends, puis il y a des affaires que c'est juste les autres qui connaissent. Mais bon. Donc, on parlait aussi de autre question. Le code standard. Tu sais, des tools. Les tools, ça vous assure que vous en faites. Puis c'est pas juste une bonne volonté, vous assurez que ça arrive. Justin, n'importe quel linter ou static code analyzer, vraiment cool. On a plugué ça dans nos projets récemment. Ça a littéralement trouvé 10 bugs. 10 bugs, c'est quand même beaucoup parce que ça va arriver. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir ce problème-là plus tard, puis ça va nous faire de le régler en maintenance. Sinon, autre chose, on peut utiliser des PR, des pull requests pour s'assurer que tout le monde se fasse reviewer, ou il y a des tools qui permettent comme Fabricator ou Review Bar qui permet justement de regarder votre code, de faire un diff assez beau, on va le dire demain, qui va nous permettre de code reviewer. Yes? Quand on parlait de logging, yes. Je trouve que quand je fais du logging, ça colle trop mon code. Connais-tu un tool de logging qui règle ce problème-là? Il y a le logging, c'est typiquement, il y a deux. Tu sais, parfois, si tu es chanceux, tu es capable de plugger ça dans ton build process. Ou t'arranger pour dire, faire du code dans certains langages, genre, avant chaque méthode, puis après chaque méthode, faites ça. Exécute cette commande-là qui va être du logging. Ça c'est quand tu es chanceux. Quand tu es moins chanceux, c'est un peu plat, mais il faut que tu t'arranges pour avoir des logs pertinents pour savoir
comment ça arrive. Évidemment, il y a du log4net, log4j, log4whatever, puis qui permet justement d'avoir des levels différents. Ces levels-là, ça va te permettre d'entrer des 10 gigs de log, j'ai déjà vu ça, c'est pas vrai que 10 gigs est pertinent. Fait que tu t'arranges pour avoir les gigs pertinents, quand ça va mal, tu diminues tu augmentes le c'est ça? Ouais. Fait que code review. Fait que là, code review, une des façons de mesurer la qualité du code, c'est le nombre de what the fuck par minute entre du bon code et du bad code. Vous remarquez, du bon code, il y en a quand même. Je vais juste mentionner ça là, comme ça. Là. Donc là, on passe à la maintenance. Et une gang de questions à la maintenance. Pour s'assurer qu'un software sur qualité, il faut se poser cette question-là. C'est un quick démo, ça va-tu être dans le produit? Sais-tu combien de personnes vont l'utiliser? C'est stupide, mais entre 2 personnes et 100 000, 1 million, il y a une grosse différence sur la façon que tu vois ta maintenance. Parce qu'il y en a un, tu sais, régler les bugs au fur et à mesure pour une personne, c'est facile. Pour 1 million de personnes, ça se fera pas. Go, puis est-ce que ça a besoin de documentation? Typiquement, c'est toujours oui, mais bon. Une compte que j'aime bien, c'est qu'il faut toujours coder comme si le gars qui faisait la maintenance de ton code était un violent psychopathe. C'est ce que vous savez. J'allais partir là longtemps. Quand tu codes, tu fais genre, c'est correct. Pas de besoin de documentation, c'est assez facile. S'il était violent, le gars, là, viendrais-tu chez vous? Si la réponse est oui, c'est fait. Continue un petit peu, là, passe un peu tes affaires, mets un peu plus de doc. Ça va aider. Donc, il y a ça, j'ai un peu moins de recommandations, mais j'ai plus de. Il y a une étude qui a montré les impacts positifs et les impacts négatifs sur la maintenance d'un logiciel. Donc, dans les impacts positifs, je parlais d'avoir des spécialistes de maintenance. Les spécialistes de maintenance, c'est quoi cette affaire? C'est quelqu'un qui est dédié à faire la maintenance de ton application. D'ailleurs, il n'y a pas un dev dans le monde qui veut faire ça juste. Oui, il y en a. Il n'y a pas beaucoup de devs dans le monde qui veulent faire juste de la maintenance. Ce n'est pas nécessairement le job le plus cool. Pensez à un cycle de rotation. On va faire la maintenance de votre application. Puis, la high stack experience. Tu sais, quand on parlait de review, là, si vous avez fait beaucoup de reviews, ça permet que tout le monde dans l'équipe est capable de mieux comprendre les choses, avoir plus d'expérience avec l'application. Comme je parlais, le code qui a pris une semaine à faire, elle va être pertinente pour les gars qui vont être à maintenant. Pour ça, il parle d'implémentation des Table-Driven Variable Embedded. En gros, c'est la façon dont tu structures ton data dans ta database, ça représente ce que de ton application. Wow! Low complexity of base code. Ça, on jase, ça va être des affaires comme je vous jasais, des tools qui te permettent de calculer, dans ton éditeur, tu es capable de dire, je veux pas que la complexité dépasse ça. La complexité, c'est, disons, le nombre de if, de branches possibles dans une application, ou le nombre d'héritances, whatever. Donc ça, c'est positif, les impacts positifs. Sur les impacts négatifs, ce qu'on a, c'est un peu l'inverse de l'autre. Embedded, l'inverse de l'autre. Staff and experience, puis high complexity of base code. Fait, tout ça pour dire là, que quand on fait du code review, quand on fait du log, quand on fait, ça réduit la complexité de notre application, ça permet de diminuer la maintenance. Comme je vous le dis, faire des applications qui ont du succès. La qualité d'un software, c'est de ne pas travailler les fins de semaine. Moi, je travaille fort pour travailler les fins de semaine. Comment je fais ça? Je m'arrange de faire toutes les autres affaires. Comme ça, ça augmente mes impacts positifs, ça diminue mon négatif. Gardez ça simple, partagez vos connaissances, mesurez votre application. C'est ce que je m'avais écrit. Next. Come on. Yes!
Implémentation, côté test, c'est assez rapide. Là. C'est quoi c'est comme là, vous faites une application, pensez à faire vos tests. Les tests, c'est côté use case, comment ça pourrait être réglé, c'est quoi le behavior, quel behavior il faut que tu t'assures que ton application est, pour pas que ça brise. Est-ce que je veux vraiment faire ces tests-là à chaque fois qu'elle me brise? Je veux-tu le faire manuellement à chaque fois? Moi, c'est rare que je dis oui à ça, mais ça se peut. J'en ai fait à l'université en masse. What should my test cover? Le test, c'est un investissement à moyen terme, autant en temps qu'en argent. Parce qu'un bug trouvé tôt coûte plusieurs fois moins cher qu'un bug trouvé par un client. Je parle encore en temps et en argent. Puis en frustration aussi. C'est le fun de trouver des bugs assez rapidement. Il faut rouler les tests souvent. Il y a des façons de développer du code. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du test-driven development. C'est des choses qui peuvent être regardées. J'essaie de faire du TDD, mais non, pour un commit. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est parfois, je vais définir mon besoin en faisant le code. Là, après ça, je vais aller faire mes tests et je vais revenir mon implémentation. L'idée, là, c'est qu'au final, là, vous avez des tests pour votre petit module. Puis, que ce soit des tests de niveaux différents. Donc là, ça c'est comme l'implémentation qui est à gauche, c'est ce qu'il faut regarder. C'est d'avoir des tests, des petits tests de réalité qui fait juste vérifier si ton petit module est capable, il fonctionne bien à l'interne de lui-même. Si je lance des nuls, si j'y envoie plein de nuls, il plante comment? Quand j'y envoie plein de scrap whatever, comment ça fonctionne? Des unit tests, des petits unit tests, après ça, tu as des feature tests. Ça, c'est, tu prends plusieurs modules, c'est un peu ce que je parlais sur le behavior. Tu prends plusieurs modules, tu les mets ensemble, puis tu vérifies, quand je le poke comme ça sort de la bonne façon. Great. Integration test, ça, c'est un peu plus difficile à faire, mais bon, integration test, c'est, voici mon application, est-ce qu'elle fait les choses de la bonne façon? T'sais, quand je clique sur le Python sur mon site web, est-ce que la réponse est correcte? Ça, parfois, c'est plus compliqué. Puis, côté implémentation, c'est, vous pouvez regarder, tous les langages ont ça, une façon de faire des tests. JUnit, NUnit, je pense qu'il y en a dans tous les langages qui permettent de rouler des tests en command line avec des outils externes. Mockito, faire des mocks. Quand on fait des tests avec plusieurs petits modules, tu veux justement que les modules à l'extérieur de ceux-ci n'aient pas d'impact. Tu peux faire des mocks. Un mock, c'est une implémentation de bidon des modules avec lesquels tu dépends. Tu peux utiliser des affaires comme Mockito pour faire ça. On connaît ça. Yes? Non. Ouais. Non, c'est parce qu'on a dû en faire pas mal dans notre projet de session. Ah! Ben ça, c'est good. Moi, j'ai pas fait ça à l'école. Integration. Non, j'ai pas fait ça à l'école, mais j'ai fait ça à l'école. On travaillait sur un pipe, une librairie du pipe, ça, on se sur Windows, puis non. Ouais, c'est ça. Pour tout que tu manques par-dessus tes classes. Ouais, c'est un peu l'enfer. C'est cool. Ouais. Dernière affaire, integration test, moi on peut utiliser des affaires comme PhantomJS qui émule le système au complet. PhantomJS, c'est un browser sans l'interface graphique, fait qu'il est capable d'envoyer des commandes, vérifier, faire des screenshots, ça tente, on vérifie si tout fonctionne bien. Puis là, on passe. Des questions? Non? Je vais voir. C'est qu'il y aurait. Build and deploy. Donc, dans ton application, une des choses vraiment importantes, c'est la builder et s'arranger pour qu'elle fonctionne, mais une des qualités d'un système de build, c'est être capable de reproduire la chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Works on My Machine. Ça fonctionne juste sur un poste d'un développeur, mais pas en production. Ça c'est votre processus de build and deploy qu'il faut revoir. Donc, est-ce que tout le monde est capable de reproduire le setup? Moi, j'ai eu des projets, genre, qu'on
on mettait genre littéralement genre Eclipse, puis tout le workspace, puis tout est tout dans SVN, puis c'est ça qu'on check out. C'était la pire décision d'un gars de mon équipe ever, mais bon. C'était difficile de reproduire parce que Eclipse, il y a des environnement duplicatable, est-ce qu'on est capable de faire ça sur tous les environnements faciles? Ça a déjà arrivé. L'environnement de prod n'était pas pareil que l'autre environnement. Ça nous est arrivé même il y a 2-3 mois de ça. Dans le cloud, c'est facile d'aller faire la petite modif nous-mêmes. Dans l'environnement de dev et de staging, quand on arrive en prod, personne ne le savait. Ça ne marche plus. Donc, c'est quoi vos processus pour vous arranger pour que tous les environnements soient semblables? Puis, évidemment, arrangez-vous. Vos développeurs travaillent dans un environnement qui ressemble à la production. C'est pas vrai que en production, on va utiliser le cloud. Pas en production, on va utiliser, je sais pas, MongoDB pour reproduire la même fonctionnalité que je sais pas, les QWare. Donc, c'est d'avoir les mêmes affaires. Puis, comment on fait ça? Go. Ça, c'est une recette, là. Elle est applicable en JavaScript, mais il y a d'autres recettes qui existent aussi pour d'autres langages. Pour enlever le Works of My Machine, on peut utiliser Git. Git, c'est un outil qui permet d'automatiser tout le processus de build. Donc, c'est capable de rouler tes tests, c'est capable de rouler ton lint, c'est capable de rouler ton NPM. Donc, un outil pour manager les dépendances sur ton application. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut être lâche. On utilise des applications externes, des modules externes. S'il vous plaît, n'utilisez pas le left-pad. Non, les personnes, au moins, le left-pad. Le left-pad, c'est un petit module qui fait juste padder à gauche d'une string les espaces. C'est un module qui était dépendant, qui était par dépendance indirecte. Il y a genre eu, du jour au lendemain, il y a eu 1000 librairies qui ne marchent plus, puis il y a 1 million de clients qui ne marchent plus. Je ne sais pas si vous voyez. Et ouais. Parfois. Et oui. Works of Machine, tout ça, quand vous êtes capable de faire une ligne de commande, builder toutes vos affaires, vos tests, votre deploy, mettez ça dans un système d'intégration continue. Travis, tout ce qui est open source, c'est super merveilleux. Fait, regardez ça. Puis, tu sais, le build process, disons que vous êtes en C# ou en Microsoft, MS Build, si vous êtes avec du Java, Maven, il y a beaucoup de trucs. Si vous voulez vos dépendances NuGet, Pip, pour Python, j'ai oublié un Gem. Yes, Gem, exact. Une thématique, je me rappelle plus. Et oui, regardez ça, ça répond à beaucoup de questions, ça empêche d'avoir des problèmes plus tard. Uptime, quand une erreur arrive, dans le build and deploy, quand une erreur qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Si Ginette perd son data, là, Ginette, c'est la personne qui représente tous les clients chez Coveo, là, c'est la personne moyenne. Je pense que Ginette a eu cette réaction-là. C'est pas ça, c'est une petite vente. C'est quoi comme SLA, comme uptime pour votre application? Si vous en foutez bien raide, s'en fout, mais pour une application qui a 1 million d'événements par jour, c'est super important. Dans des contrats avec vos clients par rapport à ça.